Un message pour vous avant de commencer. Gérer un budget, sortir de ses dettes, assainir ses finances, autant de problématiques face auxquelles vous êtes nombreux à chercher des solutions. Il existe mille et une façons de gérer votre argent, et toutes ne sont pas aussi efficaces qu'elles le laissent espérer. C'est pourquoi nous avons regroupé pour vous dans cet ouvrage 15 articles, écrits par des blogueurs réputés, qui se sont fait une spécialité des problèmes liés à l'argent. Le livre est composé de 2 grandes parties. Dans la première, vous apprendrez comment sortir de l'endettement, avec des astuces et des conseils innovants. Et dans la seconde, vous découvrirez des méthodes ultra efficaces, pour gérer votre budget sans encombre. Et enfin, vous trouverez en fin de livre, une opportunité incroyable à ne surtout pas manquer, qui vous permettra d'atteindre, enfin, l'indépendance financière dont nous rêvons tous. Chaque article sera l'occasion pour vous de bénéficier des meilleurs conseils et astuces, pour reprendre la main sur vos finances en un rien de temps. Ce livre est tiré d'une idée originale de Guillaume Leroy du blog Dopeur de Vie, mais je vous rappelle que ce guide n'existerait pas sans la contribution des autres blogueurs. Si vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur blog. Je vous souhaite une bonne lecture, et j'espère que vous obtiendrez rapidement toutes les solutions que vous attendiez pour gérer vos finances sereinement. Amicalement, Guillaume du blog Dopeur de Vie. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une surprise pour toi. J'ai conçu une méthode complète, qui te prend par la main, et te guide pas à pas, pour opérer des changements véritables et durables dans ta vie. Il s'agit du programme Libre Financièrement, dans lequel je te partage exactement la méthode que j'ai utilisée pour passer d'une personne complètement fauchée à une personne libre et indépendante financièrement. Clique maintenant dans la description de cette vidéo, pour découvrir le programme Libre Financièrement. Gérer son endettement, et comment se débarrasser d'une mauvaise dette? Commençons par définir ce qu'est l'endettement. Toute personne peut décider de s'endetter, d'obtenir de l'argent auprès d'un autre particulier, ou d'une société, banque ou autre organisme de crédit. Le capital emprunté majoré d'intérêt, devra ensuite être remboursé dans les délais prévus. Lorsque l'on va voir une banque, pour faire un emprunt, notre profil va être analysé, et 2 indicateurs en particulier, le reste à vivre, et le taux d'endettement. Le reste à vivre étant la soustraction entre les revenus totaux, et les charges fixes mensuelles, loyers éventuels, charges de logement, assurances, pensions éventuelles, impôts, crédits en cours, transport, et alimentation. Grâce au calcul du reste à vivre, la banque connaîtra le montant maximum des mensualités d'emprunt que le foyer sera capable de rembourser, et par la même occasion le montant d'endettement supplémentaire correspondant. Le taux d'endettement est le rapport entre toutes les mensualités de crédit, et les revenus totaux. Par exemple, si vous gagnez 2400 € net par mois, et que vous payez 800 € de mensualité de crédit, alors vous aurez un taux d'endettement de 33%. C'est le taux maximum communément accepté par les organismes prêteurs, toutefois tout dépend du dossier crédit que vous présenterez, ainsi que de votre profil client. En effet, les banques vont noter les demandeurs de crédit, ce que l'on appelle le scoring, sur plusieurs critères. Par exemple, salaire, métier, ancienneté professionnelle, âge, nationalité, situation familiale, département de résidence, ancienneté dans votre logement. Type de logement, gestion de ses finances personnelles, la nature du crédit, la durée du crédit, l'apport personnel, ou les personnes se portant caution. Pour aller plus loin, lisez ce très bon article sur le scoring bancaire. Si votre profil client est très bon, et que votre dossier crédit est parfaitement ficelé, par exemple pour un investissement locatif, alors vos chances d'aller au-delà des 33% d'endettement seront plus élevées. Pourquoi utiliser l'endettement? Plusieurs personnes contractent des dettes, mais ne parviennent plus par la suite à rembourser celles-ci, c'est ce que l'on appelle une situation de surendettement. Son apparition a 2 origines principales. 1. Une baisse de revenus sur la durée, licenciement, maladie, etc. 2. La souscription d'un nombre trop important de crédits. La plupart du temps,
des crédits servant à l'achat d'objets de consommation, qui vont perdre de la valeur, qui surtout, ne vous rapporteront aucun revenu dans le temps. Vous devrez faire face à des intérêts d'emprunt, sans qu'aucune rentrée d'argent ne permette d'équilibrer votre situation. Comme c'est le cas lorsqu'on investit avec succès dans l'immobilier locatif par exemple. Le loyer payé par votre locataire va être égal ou supérieur à vos mensualités d'emprunt. L'opération est donc blanche, car elle n'affecte pas votre reste à vivre. Il faut réussir à bien faire la différence entre les bonnes dettes servant à investir, à augmenter nos revenus mensuels, et les mauvaises dettes, qui vont simplement nous appauvrir. Ce sont ces dettes qui font beaucoup de mal au budget. Partez du principe que si votre achat n'est pas un actif au sens financier du terme, alors il faut essayer au maximum de payer cash. Comment éviter les mauvaises dettes? Lorsque le reste à vivre d'un foyer devient trop faible, alors parfois le recours à un crédit à la consommation, privilégié dans ce cas, les sociétés reconnues comme Cofidis par exemple, est la seule solution à court terme. Il faut cependant rapidement corriger le tir, car les taux d'intérêt peuvent être énormes, 20% parfois. Pour éviter d'être dans cette situation de mauvaise dette, plusieurs conseils. Suivez vos comptes régulièrement, vous pourrez anticiper une charge supplémentaire, ou constater avec joie une hausse future de vos revenus. Établissez des budgets à respecter, et surtout constituez au plus vite un fonds de sécurité, qui vous permettra de faire face aux imprévus. Cet argent vous rapportera des intérêts, et vous évitera d'en payer le jour où votre voiture aura besoin de réparation par exemple, car vous pourrez payer cash. Si vos revenus chutent sur une période, adaptez-vous et supprimez les dépenses non indispensables. Internet, abonnement télévision, forfait téléphonique, dépenses de carburant, utilisez les transports publics, renégociez vos assurances. Si cela ne suffit pas, vous pouvez déménager pour réduire vos charges de logement. Lisez mon article sur la réduction de vos charges mensuelles. Développez vos revenus. Pour cela, je vous conseillerais, si vous travaillez, vous pouvez peut-être obtenir une augmentation de salaire. Rien ne vous coûte de demander, surtout si vous êtes indispensable à l'entreprise. De vendre les objets dont vous ne vous servez plus sur Internet, ce sera l'occasion de ranger, de proposer votre voiture à la location sur Internet, de proposer une chambre de votre logement à la location. Devenez rédacteur sur Internet, pour arrondir vos fins de mois, en moyenne 10 € pour 500 mots, je vous conseille Textbroker. Lancez votre activité personnelle en dehors de votre emploi salarié, jardinage, dépannage informatique, photographie, le statut d'auto-entrepreneur est parfaitement adapté. Parlez de votre situation à vos proches, ils pourront vous soutenir, et vous apporter peut-être une aide financière provisoire. Si vous êtes déjà endetté, alors consultez votre organisme de crédit, trouver une solution est également dans leur intérêt. Ils veulent être remboursés, pour cela, ils peuvent vous proposer une renégociation de votre crédit, ou encore le rachat de tous vos crédits, pour diminuer vos mensualités. Vous pouvez également peut-être obtenir de l'aide des services sociaux, ne vous isolez pas, parlez de vos problèmes de surendettement pour les régler au plus vite, et tirez en des leçons pour le futur. Cet article a été écrit par Pierre-Antoine du blog Jeune et Actif. 10 conseils pour se sortir de l'endettement. Comment se sortir de l'endettement? Telle est la question qui doit occuper de nombreuses personnes, qui ne savent plus quoi faire pour sortir de la spirale de l'endettement. Pourtant, il est aussi facile de payer ses dettes que de les contracter, si vous tenez compte d'un certain nombre de conseils que vous allez suivre étape par étape. Voici donc un programme de gestion saine en 10 étapes. 1. Commencez par faire le tour du propriétaire. Pour cela, vous devez dresser la liste de tout ce que vous avez comme dette, emprunt, carte de crédit, facture, etc. Cette première étape vous permettra de savoir quel est le montant exact de vos dettes. 2. Vous devez ensuite établir un budget personnel pour une période de 6 mois au minimum. Vous devez prendre en compte d'éventuels imprévus et inclure dans votre budget les modalités de paiement de l'ensemble de vos dettes. 3. N'hésitez pas à communiquer avec vos créanciers pour les tenir au courant de votre programme de remboursement. Il est essentiel de ne jamais rompre la communication avec vos créanciers. 4.
Prévalez-vous des programmes d'étalement des dépenses en paiement mensuel, dans le but de diminuer les fluctuations importantes de votre budget. 5. En vous basant sur ce budget, vous devez gérer aussi bien vos dépenses que vos revenus de manière efficace. Le plus simple serait de recourir à un logiciel de comptabilité personnelle qui vous facilitera considérablement la tâche. 6. Vérifiez votre relevé bancaire chaque mois pour avoir la certitude que vous n'avez rien oublié et que votre banque n'a rien oublié non plus. 7. Faites l'impasse sur le crédit. Essayez donc de payer comptant à chaque fois pour régler le montant de vos achats. Cela vous permettra d'avoir un véritable contact avec votre situation financière. 8. Établissez un dialogue régulier avec votre conjoint autour des questions relatives à l'endettement ainsi qu'au budget. Le fait d'en parler régulièrement vous permettra d'atténuer les tensions et d'avoir la sérénité nécessaire pour mieux gérer votre situation. 9. Le paiement de vos factures doit s'effectuer de manière logique suivant un ordre de priorité déterminé. Ceci vous évitera de compliquer votre situation d'endettement. 10. Au moment de dépenser votre argent pour une raison ou une autre, vous devez vous poser quelques questions du genre: est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cet achat ? Si oui, est-ce que j'en ai besoin tout de suite, ou bien pourrais-je remettre cette dépense à plus tard? Que pensera mon conjoint de cette dépense? Suivre ce type de conseil devrait vous permettre de vous acquitter de vos dettes dans les meilleurs délais. Une fois vos dettes payées, vous pourrez dès lors remettre de l'ordre dans ces affaires avant de commencer à épargner de nouveau. Si votre situation est critique et que vous êtes à la recherche d'autres solutions, vous pouvez considérer la faillite personnelle ou la proposition de consommateur, deux puissants mécanismes légaux qui peuvent effacer vos dettes. Cet article a été écrit par Rémi du blog Richidé. 3 étapes pour rembourser ses crédits. Les Français sont endettés à 82% de leurs revenus, et vous, avez-vous des crédits? Êtes-vous dépendant de votre banquier? Êtes-vous dans la spirale de l'endettement? Si c'est le cas, vous devez rembourser vos crédits. Ne plus avoir de dette vous permettra de vous sentir libre et de ne plus gérer votre argent en fonction de tous les crédits que vous avez accumulés depuis longtemps. Pour vous donner un exemple, mon voisin a une belle maison, 3 voitures et de nombreux autres signes de richesse. Il a le profil type de celui qui a réussi dans la vie et qui gagne un revenu assez élevé pour pouvoir se payer tout ce qu'il désire. Mais en réalité, tout ce qu'il achète est l'œuvre de son banquier et de sa signature sur la case accorder un crédit à Monsieur X pour lui soutirer de l'argent et l'amener progressivement dans la spirale de l'endettement. Voilà le quotidien financier et psychologique de mon voisin dû à la contraction de ses différents crédits. Remboursement, paiement des intérêts, dépendance à son banquier, stress et peu d'épargne. Alors que Monsieur Dupont, qui ne fait pas d'emprunt, ou juste pour acheter sa maison principale, pour payer ses études par exemple, donc des crédits qui à terme sont rentables, va gérer son argent, comme il l'entend, sans stress et sans contrainte financière de la part de son banquier. Monsieur Dupont n'est pas dépendant de sa banque, voilà la vraie différence avec mon cher voisin. Donc voici 3 étapes indispensables pour rembourser ses crédits efficacement. 1. Faites un bilan représentant l'ensemble de vos dettes. Le simple fait de visualiser l'ensemble de vos dettes va vous faire prendre conscience que cette situation n'est plus possible et qu'il faut réagir pour enfin rembourser tous vos crédits. Prenez le temps de noter toutes les informations concernant votre crédit, le type de créance, crédit à la consommation, prêt immobilier, le montant de votre emprunt, ce qu'il vous reste à payer, les intérêts à payer suivant les différents prêts que vous avez contractés et le nombre de mensualités. À la fin de cette étape, vous allez connaître l'étendue de vos dettes, et vous allez ainsi pouvoir choisir une stratégie pour rembourser vos crédits. 2. Choisissez le crédit que vous allez rembourser en premier, si vous avez plusieurs crédits. C'est indispensable de faire une stratégie de remboursement. Il y a 2 méthodes pour rembourser ces crédits. A. Méthode boule de neige. Vous allez rembourser dans ce cas le plus petit montant restant à payer. Par exemple, si vous avez 3 crédits à rembourser, privilégiez celui où le montant de ce qui reste à payer est inférieur aux autres, et ainsi de suite. Crédit 1, 3 600 €.
Crédit 2, 1900 €. Crédit 3, 4500 €. Donc dans ce cas vous devez payer la mensualité maximale sur le crédit 2, plus petit montant à payer, et payer la mensualité la plus basse possible sur le crédit 1 et 3. Bénéfice de cette méthode, moins de stress, car vous remboursez un crédit rapidement. Résultat rapide et progression visible. B. Remboursez le crédit au taux d'intérêt le plus fort en premier. Vous allez payer dans ce cas, la mensualité maximale sur le crédit, qui a le plus fort taux d'intérêt. On ne s'intéresse pas au montant total restant à payer ici, et payer le minimum, pour rembourser les autres crédits, dont le taux d'intérêt est inférieur. Bénéfice de cette méthode, vous allez faire des économies, car vous remboursez en premier le crédit le plus cher. 3. Passez à l'action. Plus vous commencez tôt à rembourser vos dettes, et plus vous vous sentirez libre financièrement, sans épée de Damoclès derrière votre situation financière et psychologique. Faites un plan, pour passer à l'action, et récapitulez la méthode que vous allez utiliser pour rembourser vos crédits, l'ensemble des caractéristiques de vos crédits et la part de votre revenu que vous allez consacrer à ce remboursement. Faites un effort, le bénéfice sera plus grand car au final vous allez réduire ce que vous devez payer à votre banque. Donc en résumé, tenez-vous-en à votre plan de désendettement, et ne déviez jamais de votre stratégie. Essayez de réduire votre consommation de manière à toujours respecter le montant mensuel de votre remboursement, et surtout n'utilisez pas votre épargne pour rembourser vos dettes. Si vous respectez cette démarche alors, vous êtes sur le bon chemin pour rembourser l'intégralité de vos dettes, et ne plus être dépendant de votre banquier. Cet article a été écrit par Mathieu Moreno du blog Business Fougueux. Comment rembourser ses dettes rapidement? Rembourser ses dettes rapidement est sans conteste le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Comme dans toutes les sphères des finances personnelles, avoir un plan automatisant notre processus facilite les choses. Cette automatisation nous amène vers une richesse assurée. Aujourd'hui, je veux vous démontrer le plan que je mets en place quand je veux rembourser mes dettes rapidement. Aujourd'hui, je peux dire que je suis chanceux parce que je n'ai aucune dette de consommation. Les seules dettes que je possède actuellement sont mon prêt hypothécaire et mon prêt étudiant. Je dis que je suis chanceux, mais en fait, j'ai appliqué un plan très simple me permettant de rembourser mes dettes rapidement. J'adore les plans et l'automatisation de mes finances. Être sur un mode autopilote nous fait avancer, à petits pas, mais nous fait avancer quand même. Ainsi, nous pouvons mettre de côté nos émotions et atteindre nos objectifs financiers plus facilement. Un bon plan pour rembourser ses dettes rapidement. Je vais vous présenter ma méthode. Je la surnomme la pyramide des taux. Il s'agit en fait de rembourser le minimum dû sur chacune de vos dettes. Ainsi en remboursant le minimum, vous aurez un excédent d'argent à la fin du mois. Cet excédent, vous devez absolument l'appliquer sur la dette à taux d'intérêt le plus élevé. Vous aurez compris que la dette qui vous coûte le plus cher disparaîtra rapidement. Une fois cette dette éliminée, vous recommencez le manège. Toutes les sommes que vous utilisiez pour rembourser cette dette à taux élevés doivent maintenant être versées vers la deuxième dette ayant le taux le plus élevé, tout en continuant le versement minimum sur les autres dettes. À force d'appliquer la méthode de la pyramide des taux, vous allez avoir de moins en moins d'intérêt à payer sur vos dettes, tout en éliminant les dettes une par une, jusqu'à ne plus avoir aucune dette. Ma méthode pour les âmes sensibles. Ma méthode de la pyramide des taux exige de la patience, parce que le nombre de dettes en votre possession baissera lentement, puisque vous consacrez la majeure partie de vos économies à rembourser une dette élevée. Du coup, vous diminuez vos paiements, mais pas le nombre de vos dettes. Par contre, c'est la plus payante à long terme, parce que vous sauverez de nombreux paiements d'intérêt. Bref, si vous souhaitez diminuer le nombre de vos dettes pour vous encourager à persévérer, une variante de ma méthode peut être appliquée. En fait, vous exercez le même stratagème concernant le remboursement minimum de vos paiements sur chacune de vos dettes, mais vous appliquez votre surplus budgétaire à la dette ayant le plus faible montant, au lieu du plus haut taux d'intérêt. Par conséquent, cette dette s'effacera rapidement, et vous aurez une dette de moins à rembourser. Par la suite, vous réutilisez les sommes de cette dette pour l'autre dette au solde le plus faible, etc.
D'une façon ou d'une autre, l'important est de rembourser ses dettes rapidement de manière automatique. Voilà l'explication de méthode de la pyramide des taux. Comme quoi, avoir un bon plan automatisant ses finances personnelles peut nous enrichir à long terme. Avez-vous des méthodes plus faciles pour rembourser vos dettes rapidement? Mettez-vous en place un système automatique dans vos finances personnelles. Je vous jure que ma méthode de la pyramide des taux fonctionne. Je l'ai appliquée, et je l'applique encore après mes études, pour rembourser une grosse partie de mes dettes. Présentement, j'utilise la méthode pour mes dettes restantes, soit l'hypothèque et les prêts étudiants. Cet article a été écrit par Mathieu du blog Comprendre vos finances. Comment payer ses dettes rapidement? Il n'y a pas de plus stressant pour une personne que lorsque la boucle de l'endettement s'est refermée. Avec un résultat financier négatif, où vous avez plus à payer qu'à vous faire une ressource, pour rembourser et recouvrir votre passif, les cauchemars deviennent invivables. Heureusement, les solutions sont à portée de main pour contribuer à réduire et même payer totalement ces dettes de manière rapide. Libre à vous de suivre les techniques suivantes pour atténuer les tensions et retrouver le confort, moyennant des efforts de votre part, bien entendu. L'objectif? Savoir comment payer ses dettes rapidement afin de pouvoir vivre plus confortablement. Dettes saines et dettes toxiques, à discipliner. Ne vous méprenez pas, avoir des dettes est parfois un avantage. En effet, les dettes saines concernent le remboursement d'un crédit destiné à financer un placement immobilier par exemple, et que vous en tireriez bénéfice à long terme. L'actif supporte un taux de remboursement faible et étalé sur une longue période de remboursement. La dette est saine, dans la mesure où vous avez un objectif rentable à atteindre. Une dette toxique, par contre, englobe toutes les dépenses de consommation qui partent en flambée. Quand vous utilisez votre carte de crédit, ou que vous faites des achats à remboursements espacés, les taux d'intérêt sont pratiquement élevés. De plus, en cas d'impossibilité de remboursement à l'échéance, les pénalités sont lourdes. Ainsi, il est conseillé de payer ces dettes, et de les déduire rapidement de vos sources de revenus pour éviter de créer ces dettes toxiques. La discipline est alors de se sacrifier, et de s'engager à ne pas passer dans l'excès en matière de dépenses non prioritaires et non urgentes. Moyennant l'établissement d'un budget au début de chaque mois, vous pouvez gérer intelligemment votre vie, pour effacer vos dettes rapidement. Carte de crédit, en faire un bon usage. Outre de limiter l'utilisation de vos cartes de crédit, renseignez-vous sur l'offre de diminution en matière de taux d'intérêt. Mal géré, le taux de base pour une carte de crédit peut atteindre entre 18 à 21%. Or, malgré un supplément de frais annuels, votre créancier pourra vous faire profiter d'un taux d'intérêt considérablement remis en baisse entre 8 à 12% si vous gérez parfaitement vos crédits. Pour payer moins de dettes, négociez-les convenablement. En effet, cela vous permettra d'alléger votre montant à rembourser mensuellement. Un conseiller en crédit à consulter. Les organismes de crédit et financiers ont souvent tendance à dissimuler certaines clauses dans un contrat de prêt, à tel point que le montant de remboursement est bien plus important que l'on a prévu. Heureusement que vous pouvez disposer des services d'un conseiller en crédit, afin de vous aider à prendre les décisions relatives à vos finances. Sa mission est de vous porter main forte sur la façon d'affronter vos dettes en étant en mesure de vous représenter, et de faire de sorte à réduire vos dettes et vos taux d'intérêt face à vos créanciers. Ainsi vous pourrez liquider vos dettes en un temps record. Les créanciers acceptent par ailleurs de négocier avec vous quand un terrain d'entente est installé, jusqu'au point qu'ils acceptent des paiements partiels, ou consentissent à amortir le solde de votre prêt. Si de votre propre gré vous faites une négociation avec vos créanciers, ils seront plus convaincus que vous êtes responsable, et que votre honnêteté vaut la peine de mériter une compréhension. Votre volonté d'oser, à l'aide de votre conseiller crédit, est un grand point pour vous soulager de vos dettes. Une consolidation de dettes, une méthode de refinancement. Si vous avez plusieurs créanciers à régler, consolidez-les en une seule dette, et donc un seul interlocuteur. Vous pouvez bénéficier, de ce fait, d'un taux bien réduit. Votre dette devient plus simple à gérer. Avec ce nouveau refinancement, vous pouvez avoir une période de remboursement plus étalée.
De votre côté, il faut toutefois que vous vous engagiez à payer votre nouvelle dette. Pensez à présenter à ce nouveau créancier votre plan sur le redressement de votre budget afin de valider, ou non, le refinancement de vos dettes. Un accompagnateur en finance pourrait vous être affecté pour cette démarche. Un changement au niveau de votre consommation, une nouvelle attitude. Consommez selon vos revenus, et ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Une phrase facile à dire certes, mais difficile à faire quand une habitude sur la consommation est installée depuis longtemps chez vous. Mais pourtant, en conséquence de votre volonté de diminuer votre niveau de vie, vous pouvez limiter vos dettes. Si vous étiez habitué à acheter, puis à payer plus tard, il est mieux de se dévier de ce chemin. Vous aurez moins à consommer, et votre revenu couvrira mieux vos dettes. La faillite personnelle, une décision à ne pas prendre à la légère. Existe-t-il d'autres moyens pour vous débarrasser totalement, et de manière radicale vos dettes? Oui, mais il s'agit de solutions de dernier recours. L'idée n'est pas de vous inciter à déclarer la faillite personnelle, quand il devient tout simplement impossible de payer vos dettes, et que la situation semble sans issue. Certes, c'est un recours, pour pouvoir affronter ces problèmes de dette de manière judiciaire, mais se procurer un nouveau prêt, ne serait pas possible pendant plusieurs années. Et pour cause, ceux qui déclarent faillite sont classés irresponsables vis-à-vis des établissements financiers. Il est alors clair qu'un tel état d'esprit est négatif pour vous. Réfléchissez donc bien avant de prendre une telle décision. Connaissez-vous d'autres méthodes plus faciles pour payer ces dettes rapidement? Cet article a été écrit par Sylvain Wilt du blog Millionnaire Résine. Comment vous débarrasser de vos dettes? Épargner n'est pas aussi amusant que dépenser. Voilà la leçon que Serena, la blogueuse semi-anonyme de Fabulously Broke in the City, a apprise tôt dans sa vie. À 23 ans, elle terminait ses études universitaires, avec 60 000 $ de dettes. C'était plutôt un manque de modération, et une pure ignorance de la gestion de l'argent qui m'ont fait faire des choses un peu stupides, telles que vivre, comme si je n'accumulais pas de dettes, avoue-t-elle. Notant au passage, que les droits de scolarité associés à ces hautes études commerciales, étaient 4 fois plus élevés que ceux d'un programme universitaire moyen. Au Canada, la dette totale par consommateur, exclusion faite des prêts hypothécaires, s'établit à 26 768 $, selon TransUnion, une agence de notation du crédit. Les dettes peuvent se matérialiser de toutes sortes de façons, qu'il s'agisse de prêts étudiants, d'un prêt hypothécaire, ou de dettes personnelles résultant de mauvaises habitudes, ou de la perte d'un emploi. C'est facile d'accumuler des dettes, mais les rembourser est plus facile à dire qu'à faire. La réduction des dettes n'est pas si difficile en théorie, explique Serena, qui a réussi à rembourser ses 60 000 $ en 18 mois. Mais dans la pratique, c'est la chose la plus difficile mentalement que je n'ai jamais entreprise. Elle a été suffisamment chanceuse de trouver un emploi, avec un salaire annuel de 65 000 $, mais un bon revenu n'a représenté qu'une partie de sa solution. Puisque son emploi exigeait qu'elle se déplace souvent, elle a vendu ses meubles, et est retournée vivre chez ses parents. De plus, elle n'a dépensé pratiquement rien en vêtements et en loisirs pendant presque un an, sa seule dépense folle ayant été des billets de train, pour aller visiter son petit ami. Si vous voulez vous débarrasser de vos dettes, même si votre revenu est plus modeste que celui de Serena, lisez les conseils suivants. Truc facile pour réduire les dépenses. 1. N'achetez plus de café à emporter, et apportez votre lunch. 2. Pensez à désencombrer votre logement en vendant des articles en ligne. 3. Faites de la cuisine votre passe-temps. 4. Dans la mesure du possible, achetez d'occasion. Lancez dès maintenant votre campagne de réduction de vos dettes. En retardant le moment où vous commencerez à rembourser vos dettes, vous permettez au problème de prendre de l'ampleur, littéralement, puisque les intérêts s'accumulent. Faites un tout petit premier geste en écrivant votre objectif, et en l'affichant à un endroit où vous le verrez souvent. Triez vos dettes, et établissez un budget. Selon Serena, un bon plan de réduction de vos dettes fera de votre budget votre meilleur ami. Créez une feuille de calcul comprenant tout ce que vous devez.
Inscrivez les soldes les plus élevés dans le haut de la feuille, et commencez par d'abord rembourser les dettes portant les taux d'intérêt les plus élevés pour ne pas vous enfoncer davantage. Établissez des objectifs réalistes. Le remboursement de toutes vos dettes en un an est beaucoup plus difficile à gérer que la réduction de moitié de votre budget restaurant. C'est aussi une bonne idée de rembourser plus que le paiement minimum, ne serait-ce que quelques dollars de plus. À mesure que vous progresserez, relisez votre budget toutes les semaines pour voir où vous en êtes et ce que vous pourriez modifier. Ne contractez pas d'autres dettes. Voici le secret de la réussite. Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. Pour vous aider, laissez votre carte de crédit à la maison et payez tout en argent liquide. Luttez contre vos dettes, s'exclame Serena. Chaque fois que vous sortez votre porte-monnaie, demandez-vous si cet achat est vraiment nécessaire. Serena a commencé à cuisiner pendant qu'elle remboursait ses dettes. Elle a ainsi découvert que les repas maison étaient moins chers que ceux pris au restaurant, et elle a trouvé dans la cuisine un passe-temps pour occuper les soirées qu'elle passait auparavant en ville. Adoptez certaines habitudes toutes simples. Pour rembourser vos prêts plus rapidement, adoptez un mode de vie frugal. Vous pouvez cesser d'acheter votre café à l'extérieur, apporter votre lunch au travail, et rechercher des articles d'occasion si vous devez acheter quelque chose. Pensez-y, réduire vos dépenses quotidiennes, ne serait-ce que de 2,50 $ vous procurera 912 $ tous les ans pour rembourser vos dettes. Vous pourriez trouver un emploi à temps partiel et vendre tout ce dont vous n'avez pas besoin si des mesures radicales sont nécessaires et si elles sont viables. Serena, qui écrit aussi The Everyday Minimalist, souligne que même si vous procédez à des coupes budgétaires, vous devriez quand même prendre du plaisir à établir votre budget. Après tout, si vous êtes stressé, vous pourriez ne pas résister et enfreindre vos propres règles. Familiarisez-vous avec les chiffres. Pas un budget personnel ne se ressemble. Ceci étant dit, il existe plusieurs théories sur le montant mensuel que vous devriez consacrer au remboursement de vos dettes. Pensez à la règle des 60-40, selon laquelle vous devriez consacrer 60% de votre revenu brut aux dépenses, loyer, factures, nourriture et loisirs, et le reste au remboursement de vos dettes. Serena propose un barème de remboursement plus facile à gérer. Consacrez 75% de votre revenu brut aux dépenses, épargnez-en 10% et consacrez les 15% restants au remboursement des dettes. Cet article a été écrit par Simplement Brillant du blog Simplement Brillant. Comment faire un budget facilement et rapidement? Pourquoi faut-il faire un budget? Faire un budget facilement et rapidement, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un budget? Le budget personnel ou familial, c'est un peu comme un compteur sur le tableau de bord de votre voiture. Vous est-il possible de conduire sans compteur de vitesse, sans jauge d'essence, ou encore sans voyant lumineux? Le budget, c'est le compteur de vitesse de vos finances. Pourriez-vous conduire sans? La réponse est malheureusement oui. Il faut beaucoup de chance pour ne pas se faire flasher par un radar, ou tomber en panne d'essence, mais c'est possible. Eh bien il en est de même, avec son budget on peut vivre sans, et c'est ce qui explique qu'autant de personnes ne s'en préoccupent pas, pour elles ce n'est qu'une question de temps avant de foncer dans le mur. Faire un budget facilement et rapidement c'est le meilleur outil, pour avoir une vision claire, et pour garder vos finances sous contrôle, il est tout simplement indispensable. Car il va vous dire ce que vous pouvez, ou vous ne pouvez pas faire, et il va également vous rassurer, et vous apporter de la sérénité. Oui mais faire un budget c'est compliqué, contraignant, long et chiant. Si faire un budget vous fait penser à grand-mère Gripsou, qui garde tous ses bordereaux de chèques pendant 30 ans, ou qui stocke ses tickets de caisse de supermarché pour faire sa comptabilité, avec sa calculatrice grise marron ambiance années 80, rassurez-vous, ça me rebute aussi et probablement encore plus que vous. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de cet objet hyper tendance. Votre budget n'a pas vocation à suivre vos dépenses à l'euro près, mais plutôt à allouer un montant à un poste de dépense en particulier, ce qui est suffisant pour le piloter efficacement, car vous avez besoin d'une vue générale, et non du moindre détail. Notez tous les jours ces dépenses sur un carnet, pour faire une compte à partie,
tous les dimanches après-midi est une méthode vouée à l'échec, et par ailleurs totalement inefficace. De même que pour marcher, vous avez besoin de voir loin devant vous, et non vos pieds, vous allez chercher la vision cible, et non le suivi pas à pas, et ça change tout. La méthode simple, pour faire un budget facilement et rapidement. Voici ma méthode qui va vous montrer comment faire un budget facilement et rapidement. Elle n'a pas vocation à être la plus précise possible, mais à donner des résultats suffisants, avec le minimum d'efforts et de contraintes. Je mets à votre disposition un modèle de feuille Excel libre de droit, et qui se remplit en 15 minutes. Il ne vous reste plus qu'à remplir les informations nécessaires, il s'agit d'un modèle générique, n'hésitez pas à l'adapter à vos besoins. Ne passez pas trop de temps sur les dépenses difficiles à quantifier, loisirs par exemple. Contentez-vous d'un chiffre approximatif, que vous pourrez toujours affiner, si vous le souhaitez par la suite. Voilà, j'ai fait mon premier budget et maintenant, bravo. Vous voyez, ce n'était pas si ennuyeux ni aussi long que ça, vous avez désormais une vue certes générale, mais déjà suffisamment claire. 3 questions qu'il faut vous poser. 1. Dépensez-vous plus que ce que vous gagnez, capacité d'épargne négative. 2. Aviez-vous conscience du montant total de vos dépenses? 3. Aviez-vous conscience de la proportion de chacune de vos dépenses par rapport au total? Ce budget va vous servir par la suite à trouver des leviers pour générer des économies en appliquant des méthodes de cost-cutting, ce qui vous permettra 1. D'équilibrer votre budget si vous êtes dans le rouge. 2. D'augmenter votre capacité d'épargne et donc d'investissement. 3. D'augmenter le budget de ce qui vous fait réellement plaisir, loisirs, voyages, etc. Cet article a été écrit par le blog Combattre la crise. 5 conseils pour bien épargner. L'acte même d'épargner doit engager un certain nombre de questionnements afin de garantir au mieux cette épargne, protection, rentabilité notamment. De même, placer ou mettre de côté de l'argent pour se constituer une somme d'argent dite de réserve, une épargne de précaution, doit être déterminée entre autres aussi par des questions relatives à l'objectif du placement souhaité. Que conseilleriez-vous à un débutant qui veut commencer à placer son argent? Mes 5 conseils pour bien épargner. 1. Apprendre à se connaître. Quel que soit le projet, l'action, la décision entreprise, il faut nécessairement commencer par se poser des questions existentielles relatives à soi proprement dit, afin d'orienter ce projet ou cette décision, le plus justement possible, en fonction de ses attentes et besoins particuliers. L'action d'épargner ne fait pas exception à cette règle, bien au contraire. Puisqu'il s'agit logiquement de répondre à ses besoins, qui plus est imprévu, soudain, ou réalisable dans le long terme, il est indispensable de se questionner sur ses nécessités premières, lorsque l'on souhaite épargner. Qui suis-je? Ou plus précisément, quel est mon profil financier? Voici la question que, selon moi, doit se poser tout individu voulant épargner à bon escient. Ai-je un tempérament de bon père de famille, désireux de mettre ma famille à l'abri des éventuels coups durs de la vie? Au contraire, suis-je une vraie tête brûlée, dont l'objectif premier est de profiter, croquer la vie à pleines dents? Suis-je une cigale, ou plutôt une fourmi, dépensier ou organisé? En fonction de son profil, l'épargne ne sera pas envisagée de la même manière, pour les mêmes raisons. 2. Vérifier ses bases financières. Avant de commencer à épargner pour investir, il faut se créer une épargne de précaution, afin d'anticiper les mauvaises passes éventuelles. Pour débuter et atteindre la rentabilité, convoitée à juste titre, il est nécessaire de se constituer au préalable une base financière, pour justifier et rendre compte de sa capacité à maîtriser et gérer son argent au quotidien. La mise en place d'une épargne de précaution permet de prouver sa capacité à anticiper l'imprévu, perte d'emploi, problèmes de santé, entretien véhicule, ce qui est particulièrement apprécié des interlocuteurs susceptibles de faire avancer un investissement engagé. Si cet investisseur sait mettre de côté, il saura, vraisemblablement, suivre judicieusement l'avancée de son projet en théorie. On s'assure une certaine reconnaissance des professionnels sollicités. Au-delà même de cette reconnaissance collective, celle personnelle n'est absolument pas en reste.
il s'agit de vérifier le contrôle individuel de ses finances. Chacun étant maître de son portefeuille, il est préférable que sa gestion soit faite le plus habilement possible, et ce, par ses propres soins avant tout. 3. Quel objectif pour ce placement? Quel projet? Point lié inévitablement à celui développé plus haut, l'objectif, le but du placement envisagé, est intimement lié à la connaissance de soi. En définissant clairement l'objectif du placement, on détermine ses priorités et favorise sa motivation pour suivre ces dernières rigoureusement. En effet, parce que j'ai exprimé une volonté à travers ce placement, je vais effectuer ce dépôt d'argent scrupuleusement tous les mois par exemple. Car il servira à la concrétisation de ce projet que je souhaite voir réalisé, toucher les étoiles. Néanmoins, en amont de ce projet désiré, d'autres projets constituent peut-être des impératifs qu'il s'agit de mettre en œuvre immédiatement, dans un laps de temps restreint. Aussi, il s'agit également de s'interroger sur son objectif de vie, en hiérarchisant ses priorités dans le temps. La conquête des étoiles n'est sans doute pas une nécessité absolue, de même, face à tout projet, des questions subsistent. Ai-je un projet en cours? Quelles sont les échéances de ces projets? Aurais-je besoin d'un complément de revenus dans le futur? Toujours envisager ces projets, même les plus secondaires, souvent à l'heure, dans une vision d'ensemble, et sur le long terme. Le temps est un facteur dans le choix du type de placement potentiel, il détermine le placement à réaliser. Les placements effectués pour concrétiser des projets à court terme peuvent être envisagés sur des supports répondant à ce critère temporel immédiat. Par exemple, les livrets permettent de récupérer son argent dès que nécessaire. A contrario, pour les placements servant des besoins sur le long terme, il s'agit plutôt de recourir à des supports tels que la bourse, l'immobilier, etc. Supports qui impliquent et exigent une conservation minimale de son argent pour espérer engendrer une rentabilité intéressante. La somme d'argent injectée dans ces supports est aussi une somme que l'on ne souhaite pas obtenir directement, et dans l'instant, elle ne peut effectivement pas être obtenue en un seul virement sur son compte, cela va sans dire. En somme, ces placements sur le long terme s'apparentent davantage à des investissements proprement dits. 4. Se renseigner avant d'épargner. Il existe de multiples supports d'épargne ou de placement. Afin d'orienter au mieux son choix, il est impératif de se renseigner, d'accroître ses connaissances pour se former sur le sujet, avant de passer à l'action via une épargne ou un projet d'investissement. Cette recherche d'informations constitue la base dans tout passage à l'acte, quel qu'il soit. Se renseigner sur la fiscalité spécifique à chacun des différents produits d'épargne possibles constitue une ressource complémentaire pour faire son choix, indispensable car déterminante, pour orienter ce choix en fonction de son objectif initial. Il faut choisir les placements adaptés à sa situation, en prenant en compte les conseils précédemment cités. Les renseignements souhaités peuvent être obtenus en faisant appel à des organismes qualifiés dans le domaine visé, en consultant des ouvrages, dont les auteurs sont référencés, désignés comme incontournables dans leur secteur. En surfant sur Internet via des blogs par exemple, en échangeant avec des amis, collègues, etc., l'échange quotidien étant une source de connaissances, mais pourtant, et souvent, inconsidérée. 5. Diversifier son épargne. Pour construire son épargne, ou faire fructifier son épargne, la diversification peut être une solution adaptée. La devise de cette diversification peut très facilement être résumée par l'expression suivante, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cependant, il faut rester à l'aise avec ses choix. Par exemple, les supports dits à risque sont généralement choisis dans une optique de recherche d'une forte rentabilité. Mais si ce choix à risque, justement, se traduit par des insomnies interminables, c'est peut être alors un choix finalement loin d'être judicieux, justifiant d'ailleurs que peu de personnes le choisissent initialement. Le risque peut payer, mais encore faut-il pouvoir assumer ce risque. Attention, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, en sait quelque chose. L'optimisation de ses revenus, de son épargne, est une ligne directrice que l'on doit garder à l'esprit. Mais afin d'augmenter son épargne ou son placement, et donc ses revenus, il s'agit avant toute autre chose, d'agir sur son quotidien,
en gérant et réduisant ses dépenses, notamment superflues, qui coûtent cher à la réalisation de ses projets espérés, directement ou indirectement. Ce fait est bien trop souvent négligé alors qu'il constitue la première clé et source d'enrichissement. Conclusion. S'il ne fallait retenir qu'un seul conseil, que l'on soit débutant, ou même investisseur avisé, ce serait celui qui renvoie au questionnement personnel. Tous les autres conseils découlent finalement de cet impératif, se poser les questions qui permettront de comprendre, anticiper, et déterminer le pourquoi du comment ce choix. Pourquoi placer cet argent? Comment réaliser ce projet? Quels sont mes impératifs? Que voudrais-je construire maintenant, demain? Ces questions orienteront le découpage, la répartition de son épargne, en fonction des divers supports disponibles actuellement sur le marché. L'essentiel demeure dans la pertinence de ces choix en accord avec ses besoins réels. Et vous, quel conseil donneriez-vous à un débutant qui veut placer son argent? Cet article a été écrit par Olivier du blog Économiser et Investir. 10 conseils pour apprendre à placer son argent efficacement, sereinement et en toute indépendance. 10 conseils pour enfin placer son argent en connaissance de cause et intelligemment. Placer son argent, dans quel but? C'est idiot, mais peut-être que l'une des premières questions à se poser est de savoir si l'argent vous intéresse et de savoir pourquoi. Votre argent doit servir vos projets, la première étape est donc logiquement d'identifier vos projets. Un exemple, l'un des miens est de dépendre de moins en moins de mon seul salaire, être de plus en plus indépendant financièrement. Une fois vos projets parfaitement identifiés, il vous sera plus facile de comprendre pourquoi vous faites la démarche de placer votre argent, et je l'espère, vouloir le faire fructifier intelligemment. Apprenez à vous connaître, c'est bon, vous avez fait le tour de vos projets, vous savez pourquoi vous souhaitez épargner et placer votre argent. Mais quel est votre caractère, votre personnalité? En d'autres termes, êtes-vous prêt à prendre des risques sur le marché boursier, ou encore en immobilier? Préférez-vous au contraire, les supports sécurisés de peur de perdre de l'argent? Car c'est une évidence, quand on investit sur des supports risqués, il est toujours possible de perdre de l'argent, surtout sur le court terme, beaucoup moins sur le long terme. Dans tous les cas formez-vous, c'est peut-être facile de dire cela, mais la clé de votre réussite se trouve dans ces deux mots formez-vous. Attention, je ne vous dis certainement pas d'aller suivre la première formation, souvent hors de prix, que vous allez trouver, bien au contraire, mais commencez par trouver des blogs ou des sites sur le sujet, lisez, comparez, analysez et confrontez vos idées sur ce qui est dit. La formation par la lecture, vous l'avez compris, cette étape rejoint la précédente, c'est certainement l'une des plus intéressantes et importantes, c'est probablement celle qui vous fera également découvrir le monde de l'argent et des investissements. C'est aussi une étape qui pourra vous faire gagner un temps incroyable, et vous éviter de faire de grossières erreurs. La lecture de livres sur des sujets aussi variés que sont les finances personnelles, le développement personnel, l'immobilier ou encore la bourse, sont des lectures que vous ne devrez pas négliger. Vous trouverez sur mon blog un grand nombre d'ouvrages particulièrement enrichissants. Les livres peuvent influencer nos choix, et s'ils sont bien choisis, nous mettent sur la bonne voie. Pour beaucoup d'entre eux, ils nous aident évidemment à accroître notre culture financière, mais aussi à rester motivés. Quand on commence à épargner et à placer son argent, on est toujours enthousiaste, mais avec le temps, les résultats ne sont jamais assez rapides. Le doute pointe le bout de son nez. La lecture d'un bon livre, d'un paragraphe ou d'un article sur un blog, peut redonner rapidement du courage et permet de se recentrer sur ses objectifs. Le passage à l'acte, il n'y a que dans l'action que l'on parvient à avancer. On ne peut pas rester observateur de sa vie. L'action et encore l'action, vous vous êtes formé pour savoir placer efficacement votre argent, maintenant, il faut se lancer. C'est toujours plus facile au début, normalement, on commence, sauf exception, avec des petites sommes, ça permet certaines erreurs, encore mieux vaut les éviter, c'est pour ça que vous vous formez, et que vous ne suivez pas ou plus le premier conseil venu. L'action et l'indépendance. Placer son argent en toute indépendance, et en toute connaissance de cause est particulièrement intéressant. Vous savez enfin,
pourquoi vous investissez sur tel support, assurance vie ou PEA, immobilier, nu, meublé, saisonnier, etc. Vous maîtrisez la fiscalité, l'intérêt d'en posséder. Vous savez pourquoi vous achetez telle action, tel OPCVM, tel SICA ou encore tel SCPI. Être indépendant et être sûr de ses choix permet de passer beaucoup plus sereinement les mauvais moments, tempêtes boursières et crises immobilières notamment. La diversification, j'ai envie d'ajouter, oui mais pas trop quand même. Il faut une relative diversification qui sera toute personnelle. Beaucoup de personnes ont réussi grâce, et uniquement grâce à l'immobilier, d'autres grâce à la bourse, mais beaucoup ont également perdu sur ces deux types d'investissements. Réussir en diversifiant, c'est ce qui me tente le plus. Il y a plusieurs raisons à cela, le sujet me passionne, je tiens un blog sur les finances personnelles, j'adore lire des livres sur l'immobilier, la bourse mais aussi sur le développement personnel et même sur la psychologie, qui a plus de rapport qu'on voudrait bien le penser avec le monde de l'investissement. Diversifier son PEA peut être rassurant sans trop nuire au rendement. En immobilier, il est également possible de diversifier avec du meublé, l'achat de garage, ou encore se lancer dans du saisonnier. Dans l'idée, j'ai envie de m'investir aussi bien en bourse que dans l'immobilier, je me diversifie donc, mais il y a un dénominateur commun à tous mes investissements, le rendement. Placer son argent en cherchant du rendement, c'est ici un avis personnel, mais je trouve l'idée intéressante. Que ce soit en bourse, ou dans l'immobilier, le fait d'aller chercher du rendement me convient beaucoup plus que de faire des plus-values rapides, qui ne peuvent jamais venir, question de timing. Avant de trouver des actions ou des biens avec du rendement, il faut faire quelques recherches. On ne peut pas investir ainsi suite à un tuyau qui vise toujours le court terme, et une perte probable en capital, vous avez fait confiance sans pouvoir vérifier l'information. Une fois que l'on s'est décidé, on investit pour le long terme. C'est à mon sens le seul moyen d'envisager les placements financiers pour les particuliers. Il y a par ce biais de belles choses à faire. Placer son argent sur le long terme. Un débutant comme un expert devrait toujours avoir vocation à placer son argent sur du long terme. Pour moi, long terme, c'est au minimum 15 ans. C'est vrai, cela ne fait pas rêver, mais on ne veut pas rêver, on veut de l'efficacité, gagner de l'argent, et éviter d'en perdre. Un dernier conseil, ayez confiance en vous, et dans vos choix. Si vous vous êtes suffisamment intéressé à vos finances, pour avoir de l'argent à placer, que vous avez pris le temps de la réflexion, et que vous avez une stratégie sur le moyen ou long terme, vous êtes probablement sur la bonne voie. Que vous ne preniez pas de risques, c'est un choix qui se respecte, mais combien de personnes laissent des années des sommes considérables sur des livrets, qui ne rapportent à peine plus que l'inflation. Alors que sur le long terme, en ne faisant pas n'importe quoi, il y a moyen, j'en suis convaincu, de faire beaucoup mieux. Personnellement, j'ai pris le parti de me former en permanence, pour pouvoir avoir la culture financière nécessaire, et être relativement indépendant dans mes choix. Je peux me tromper, j'en ai le droit, mais de toute façon, le seul risque que je prends, c'est bien de placer de l'argent dans des actifs. Ayez confiance en vous, vous trouverez toujours des personnes qui iront à l'encontre de vos choix, parfois il est intéressant d'écouter leurs arguments, et parfois il est préférable de passer son chemin. Ces 10 conseils sont très théoriques. Je pense qu'ils vous permettront de savoir placer votre argent en connaissance de cause selon vos souhaits, vos projets et selon la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Pour placer son argent, quand l'on débute sans trop de moyens, il n'y a pas 36 solutions. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert un compte titre, un PEA, et également une assurance vie. Le PEA et l'assurance vie offrent, après 8 années, un cadre fiscal très avantageux. Pour maintenant aller un peu plus loin, en parallèle de mes investissements financiers, je me forme, et je cherche à investir dans l'immobilier. J'ai déjà acheté un premier garage, la rentabilité nette de 7% m'a convaincu. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, si je commence à avoir suffisamment de connaissances, c'est parce que je passe beaucoup de temps à lire, et à m'informer. Je vous conseille d'en faire autant. Et n'oubliez pas, l'étape qui restera la plus importante, sera toujours le passage à l'action. Cet article a été écrit par Arnaud Rosé du blog Avenir Plus Riche.
Comment épargner de l'argent chaque mois? Pour épargner de l'argent chaque mois, il y a quelques règles simples. Simples et vous le verrez très facile. Cela vous permettra de vous constituer une épargne de précaution en cas de coup dur. Puis quand l'argent s'accumulera, vous pourrez l'investir. Ce que font la plupart des gens. Disons-le clairement, un bon 50% des personnes que nous connaissons tous n'épargnent pas régulièrement. Donc c'est vite vu, en ne mettant de l'argent de côté qu'une fois, tous les 6 mois pour des sommes dérisoires, ces personnes sont loin de s'enrichir. Pire, elles n'ont même pas de matelas de précaution, et en cas de coup dur, ce n'est pas la joie, vente de biens ou crédit conso. Puis il y a 40% de personnes qui vont mettre de l'argent de côté mensuellement, c'est une bonne initiative. Mais elles vont le faire à la fin du mois en regardant ce qui reste sur leur compte en banque. Les bons mois, elles auront peut-être 100 ou 200 €, les mauvais rien du tout. Dans ces 40%, je compte également les gens qui sont obligés d'épargner. Vous allez me dire, comment peut-on être obligé d'épargner? Tout simplement car avec un PEL, par exemple, il faut au minimum mettre 45 € par mois dessus. Certaines banques peuvent aussi vous inciter à mettre des sous sur une assurance vie, ou un livret chaque mois. Le principe est génial, épargner sans s'en rendre compte. Mais il est aussi pernicieux, car vous perdez le contrôle dessus, or il est important d'avoir le contrôle de vos finances. Ne vous en faites pas, vous pouvez avec un PEL contrôler vos finances, je le fais d'ailleurs, mais je ne subis pas, chaque mois dans mon budget, cette dépense est prévue. Ce que font ceux qui s'enrichissent. Les 10% restants, ceux qui s'enrichissent, se payent en premier. Je vous vois, vous êtes perplexe, vous vous dites que je suis fou. Mais comment on peut se payer soi-même? Et en premier en plus, comment on peut se payer en premier? En fait rien de plus simple, vous déterminez à l'avance dans votre budget, le tableau que nous avons réalisé dans les précédents articles, une dépense. Il ne faut pas essayer de mettre le plus possible, et ne plus avoir de sous du tout, ni trop peu, il y a un juste milieu. Plusieurs pensées s'affrontent, quant au montant à épargner ainsi chaque mois. Si vous devez manger des pâtes tous les jours, et ne pas manger à votre faim pour épargner, il y a un problème. Idem, si vous épargnez 50 €, et sortez tous les soirs aussi. Je préconise d'épargner pour commencer 10% de vos revenus. 10% de vos salaires, 10% de vos primes, 10% de vos aides, CAF, AH, RSA. Bref, dès qu'une somme arrive sur votre compte, vous prenez un dixième, et vous l'épargnez. Chose importante, il faut virer cette somme sur un support adapté, je recommande un livret A, livret d'épargne populaire ou livret jeune suivant votre situation. Et faire le virement, dès que la somme arrive sur votre compte. Vous vous payerez ainsi en premier. Avant votre propriétaire ou votre banque, avant EDF, avant tout le monde. Après tout vous le méritez, vous avez travaillé pour gagner cet argent. En prenant cette somme tout de suite, vous êtes sûr de la mettre en sécurité. Vous ne risquez pas de la dépenser par inadvertance, car elle n'est plus là. Mieux, vous vous forcerez inconsciemment à n'utiliser que ce qui est présent sur votre compte. Contrairement à l'épargne obligatoire ou subie dont je parlais, celle-là résulte d'un acte réfléchi. Vous décidez de mettre de l'argent de côté en cas de coup dur chaque mois, puis une fois le seuil atteint, vous déciderez de mettre de l'argent de côté pour investir. Et vous dans tout ça, que vous soyez dans la première, les 50%, ou la deuxième catégorie, les 40%, ne vous en faites pas, le chemin vers l'épargne n'est pas loin. Il sera plus facile de le trouver pour la deuxième catégorie, mais pas impossible pour la première, croyez-moi. Je suis conscient qu'au début, l'exercice sera très dur, et que vous devrez sans doute vous adapter. Mais en regardant de plus près, et en essayant mois après mois d'y arriver, vous vous forcerez à reprendre la main sur vos finances. Et puis vous verrez au fil des mois votre capital augmenter, il n'y a rien de plus motivant. En décidant d'y arriver, vous faites le premier pas, le plus dur. Au fil du temps vous verrez les résultats arriver, et vous serez de plus en plus motivé à faire plus. Une fois que vous mettrez de côté chaque mois, le plus dur sera derrière vous.
Vous pourrez utiliser cet argent pour vous constituer plusieurs types d'épargne. Un véritable filet de sécurité en cas de coup dur grâce à l'épargne de précaution. L'épargne projet, pour financer vos vacances, vos achats, les études de vos enfants, ou autres au gré de vos envies et de vos besoins. Nos réserves d'argent, pour pouvoir investir avec l'épargne investissement. L'étape de l'épargne est la première de votre voyage vers la liberté financière, alors lancez-vous. Ah, j'oubliais, ce réflexe de se payer en premier est utilisé par tous les gens riches. Cet article a été écrit par Marc Burlet du blog Mieux gérer son argent. 75 résolutions qui changeront votre vie, finances personnelles. Je vais comprendre ma situation financière. Combien gagnez-vous? Où va cet argent? Combien avez-vous besoin d'économiser en vue de vos objectifs à court terme et à long terme? Combien de temps vous faut-il pour y arriver? Je vais dépenser moins que ce que je gagne. Il s'agit de la plus élémentaire de toutes les règles concernant les finances personnelles, alors même que nombre d'entre nous ont tendance à se laisser emporter dans nos achats pulsionnels. Dépenser moins que ce qu'on gagne, obtenir de bonnes bases, et le reste déroulera de lui-même. Je vais réduire l'achat de trucs dont je n'ai pas vraiment besoin. On a certainement tous déjà été victimes de l'achat de choses que nous n'avons jamais utilisées. Une réduction ou un coût marketing ont eu raison de notre raison. Mais si l'on parle rationnellement, même si vous avez acheté un article en solde à 10 € au lieu de 60, et que vous n'en avez pas l'utilité, alors vous avez gaspillé 10 €. Je vais réduire ma dette. Une des premières étapes, pour atteindre la liberté financière est de se débarrasser, ou du moins réduire sa dette. Si vous avez des emprunts à la consommation, carte de crédit, prêt auto, prêt étudiant, etc., commencez par réduire cette ponction mensuelle sur votre revenu. Une fois que votre crédit à la consommation a disparu, vous aurez gagné une nouvelle marge de manœuvre pour vos passions. Je vais me mettre à l'abri d'un coup dur. Peu importe votre situation financière actuelle, commencez à économiser au moins 10% de votre salaire mensuel. Vous devriez constituer un matelas de sécurité égal à 3 fois votre salaire. Cette sécurité vous sera utile, en cas d'urgence, pour remplacer la machine à laver ou la voiture, pour la retraite, les études des enfants, etc. Je vais trouver les moyens d'accroître mes revenus. La plupart des gens ne comptent que sur une seule source de revenus, leur salaire. À un certain moment, vous allez atteindre la limite au-delà de laquelle votre salaire ne vous permet pas d'économiser plus. En ce moment, la seule façon d'améliorer votre situation financière est d'augmenter ce que vous gagnez en ajoutant de nouvelles sources de revenus. Que ce soit par les sites de vente d'occasion, ou plus généralement grâce à Internet, il existe 1000 façons de compléter ces revenus. Je vais m'assurer que j'ai assez d'assurance. Avez-vous une assurance, santé, maison, voiture, vie, décès, etc. Pensez à tous les aléas de la vie qui pourraient remettre en cause votre situation. Surtout, ne pensez pas qu'à vous, mais aux besoins de votre famille. Je vais faire un testament. La tâche semble peut-être horrible, mais faites-le maintenant. Si quelque chose vous arrive, assurez-vous que votre famille n'aura pas à faire face à des soucis financiers ou administratifs. Je vais apprendre à investir. Le monde de l'investissement fait peur à beaucoup de gens, car pour eux, investissement égale grosse somme plus risque de tout perdre. À l'autre extrémité du spectre, il y a aussi beaucoup de gens qui plongent la tête la première dans l'investissement sans avoir la moindre idée de ce qu'ils font. Internet est une excellente source d'informations que vous pouvez utiliser pour trouver les supports qui correspondent le mieux à votre situation et vos objectifs. Franchement, vous n'avez pas vraiment besoin de prendre de bonnes résolutions. Vous pouvez tout simplement continuer à chercher des excuses et vivre votre vie comme elle est maintenant. Après tout, il y a 7 milliards d'autres personnes sur cette planète qui font la même chose. Ou alors, vous pouvez choisir une simple résolution, ou 2 ou 10, à partir de cette liste ou même trouver votre propre bonne résolution pour 2024. Osez déclarer votre résolution pour 2024 en public, dans les commentaires ci-dessous. Et que le processus de changement commence. Et vous aurez 1 an,
pour faire un pas de plus vers la vie que vous avez toujours voulu. Cet article a été écrit par Jérôme du blog Changer Vie Action. L'argent va vous rendre heureux, mais pas en l'utilisant comme vous croyez. Regardez. L'immense majorité de la population est persuadée que l'argent fait le bonheur. Que plus on est riche, plus on est heureux. J'en ai déjà parlé sur mon blog, ce n'est pas mon avis. Même si un minimum d'argent est obligatoire pour survivre et s'offrir ce dont on a besoin, nourriture, logement, loisirs de base, etc., je suis persuadé que le bonheur n'est pas dans l'argent. D'ailleurs c'est simple, ces 2 dernières années, j'ai divisé mes revenus par 2 pour augmenter mon bonheur par 10, en me faisant virer de mon job de journaliste, pour devenir indépendant, et voyager à travers le monde. J'ai beaucoup réfléchi sur la problématique de l'argent, et j'ai trouvé une solution pour que l'argent fasse vraiment le bonheur. Sauf qu'il ne s'agit pas de l'utiliser comme la plupart des gens. Regardez. L'argent fait le bonheur que vous voulez. On va faire ensemble un petit exercice. L'idée, c'est de chiffrer ce que vaut chaque moment de votre vie, et de voir si vous êtes riche ou pas. Ce n'est pas clair? Ok, je prends des exemples. Qu'est-ce que ça vaut pour vous une soirée, avec vos amis autour d'un bon barbecue? Est-ce que ça vaut le prix des merguez, de la bière, et de l'essence utilisée pour vous déplacer, soit à la louche une vingtaine d'euros? Ou est-ce que ça vaut beaucoup plus, parce que vous êtes avec vos potes, vous rigolez, vous vous amusez, vous êtes détendu? Qu'est-ce que ça vaut pour vous, d'emmener votre chérie au bord de la mer, et de prendre un verre de vin face au coucher de soleil? Est-ce que ça vaut le prix d'un déplacement à la mer, 50 € si vous êtes à distance raisonnable, sinon davantage, plus le prix de la bouteille de vin, 7 à 8 €, pour avoir un truc correct? Ou est-ce que ça vaut davantage, car vous êtes avec la personne que vous aimez, dans un cadre magique, à passer un moment romantique? C'est simple, la vraie richesse, ce n'est pas dans l'argent que vous la trouverez. C'est ailleurs. Dans les choses qui comptent vraiment pour vous. De même que le bonheur ne se trouve pas dans le portefeuille. D'ailleurs regardez, on va faire l'expérience inverse. On vient de mesurer le bonheur, maintenant on va mesurer la pénibilité que procure l'argent. Par exemple, aujourd'hui si on me propose un saut en parachute, probablement le truc que je ferai jamais de ma vie, j'évalue la pénibilité d'un saut en parachute à 100 millions d'euros. Donc je n'accepterai jamais de sauter en parachute sauf si on me propose cette somme. Pour faire plus pragmatique, comment est-ce que je juge la pénibilité d'un job de bureau, de 9 h à 18 h du lundi au vendredi pour un patron qui n'a aucune reconnaissance envers mon travail, pour être enfermé pendant 5 jours consécutifs, et m'empêcher de faire ce que je voudrais faire? Que ce soit faire du sport, lire un bouquin, mettre en place mes projets, ou autre. Bref, j'évalue cette pénibilité-là à 10 000 € par mois. Cela veut dire que si on me propose 10 000 € pour m'enfermer 5 jours par semaine, et travailler sur des projets qui ne sont pas les miens, j'accepterai. Sinon, niet. Je crois que c'est comme ça que l'argent peut rendre heureux, pas en achetant des moments de bonheur, mais en étant capable de chiffrer les instants de bonheur, et les mettre en comparaison avec ce qu'on vous offre financièrement, pour compenser les moments pénibles. Concrètement, je préfère mettre 7 € dans une bouteille de vin que j'irai boire sur la plage avec ma copine, plutôt que de recevoir 7 € pour passer 1 heure à faire de la comptabilité pour mon entreprise. Je préfère gagner 700 € par mois pour un boulot qui me plaît, en l'occurrence m'occuper de mon blog, plutôt que 1 200 € par mois pour un job qui m'emmerde, avec des collègues insupportables, et des projets qui ne me plaisent pas. Vous voyez l'idée? En comparant à chaque fois, soit le coût en termes de pénibilité, soit le coût en termes de bonheur, vous allez très vite vous rendre compte qu'être riche, c'est facile. Mais ça ne sera pas riche dans le portefeuille, ça sera riche émotionnellement. Et l'idée, c'est de faire en sorte que sur une semaine, le coût bonheur compense au moins le coût pénibilité de ce que vous faites. Sinon, vous ne serez pas vraiment heureux, mais vous aurez de l'argent. Comment gérer son budget mensuel? La fin du mois approche, et vous avez de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Pas de panique, on vous donne quelques astuces
pour apprendre comment gérer son budget mensuel. 1. Constatez vos charges fixes. Les charges fixes sont toutes les charges que vous avez à payer de façon certaine chaque mois. C'est par exemple le loyer, les factures d'eau, d'électricité, de mobile. Généralement, les montants des factures ne varient pas beaucoup d'un mois sur l'autre, elles sont donc faciles à prévoir. Avoir établi le montant de ces charges vous permet ensuite de mieux visualiser l'argent qu'il vous reste effectivement à dépenser en dehors de ces dépenses subies. Astuce pour apprendre comment gérer son budget mensuel. 2. Au-delà des charges fixes, définissez vos principaux postes de dépenses. Alimentation, transport, loisirs, etc. Ces postes variables non subis, mais néanmoins récurrents d'un mois sur l'autre, représentent l'argent que vous pouvez dépenser au jour le jour. Il est donc important d'en connaître les grandes masses, pour savoir ce que vous pouvez dépenser mensuellement sans risquer de dérapage. Pour tous ces postes, il est particulièrement utile de vous fixer des objectifs mensuels, et de les suivre au jour le jour. Si le 15 du mois, vous avez déjà dépensé plus de 50% de votre budget mensuel d'alimentation, il devient important d'y jeter un œil attentif, voire de vous restreindre un peu, sur ce poste de dépense d'ici la fin du mois. Avoir un œil sur ce que vous dépensez, pour mieux anticiper les prochaines dépenses, c'est la clé, pour apprendre comment gérer son budget mensuel. 3. Surveillez vos comptes bancaires. Pensez à faire de rapides coups d'œil sur le solde de votre compte, au moins 2 fois par semaine. La somme d'argent restante vous restera en mémoire, lorsque vous serez confronté à vos prochaines dépenses. En ayant une idée, même approximative, de votre solde, vous savez comment gérer vos prochaines dépenses. Attention, si vous avez une carte à débit différée, prenez en compte les dépenses déjà engagées, mais non encore débitées. Monedoc, en traitant ces flux au moment où ils arrivent, et non au moment où ils sont débités, vous aidera dans cette démarche. Gérez ces comptes avec plus de 120 banques disponibles sur Monedoc. 4. Faites des économies. De même qu'il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, réfléchissez à 2 fois avant d'acheter. Est-ce que cela vous est bien utile? N'avez-vous pas l'équivalent dans vos placards? Attention, il n'est pas non plus interdit de se faire plaisir. Sachez trouver le juste milieu entre plaisir et superflu. Vous pouvez aussi lire les autres articles du blog Monedoc, pour avoir encore plus d'astuces, pour faire des économies ponctuelles dans les différents domaines de la vie courante, transport, téléphonie, alimentation, etc. et apprendre comment gérer son budget mensuel. 5. Utilisez Monedoc. Monedoc est l'outil le plus utile pour vous apprendre comment gérer son budget mensuel. Grâce à lui, appliquer les 4 premiers conseils devient un jeu d'enfant. En effet, il regroupe tous vos comptes bancaires en un seul et même endroit, et catégorise automatiquement les opérations. Vous avez accès en un coup d'œil à vos postes de dépenses, et grâce à l'import automatique de documents et factures, vous êtes sûr de ne pas vous tromper quand vous faites vos comptes. La fonction budget est également un vrai plus, pour gérer votre argent mensuellement, grâce aux objectifs de dépenses par mois, que vous vous fixez vous-même, et que l'outil suit pour vous au jour le jour. Exemple, au 15 du mois, où en suis-je, par rapport à mes objectifs mensuels de dépenses alimentaires ou de restaurant? Cet article a été écrit par Ambre Le Guenec du blog Monedoc.